infiniment pour ces paroles, mon ami de promotion, mon ami de cœur, et je suis très, très honoré, Madame la Présidente, Aïcha Ouad, que je suis très honoré d'être avec des cardiologues et des spécialistes. Je n'ai pas eu la chance d'être un cardiologue, mais en tant qu'épidémiologiste, je m'intéresse beaucoup aux maladies cardiovasculaires, car vous le savez, ce sont essentiellement les maladies non transmissibles aujourd'hui qui tuent les Marocains beaucoup plus que les maladies infectieuses. En ce qui concerne le Covid-19, je me permets, et je vous remercie du fond du cœur de m'associer à ces regards croisés. Et je crois que c'est extrêmement important parce que regarder cette pathologie d'un point de vue purement clinique ou d'un point de vue purement organique ou d'un point de vue purement thérapeutique, ce serait extrêmement restrictif au vu de la crise que nous vivons, qui est une crise non seulement sanitaire, mais également une crise sociale et économique, et qui ne concerne pas que le Maroc, puisqu'elle concerne le monde entier, plus de 160 000 morts, et puis une croissance encore assez grave. On va parler du cas marocain, si vous le permettez, et je m'en excuse par avance, des drames dans différents pays, mais surtout également, et ce regard croisé est intéressant, c'est une remise en question de beaucoup de choses. Et d'abord et avant tout, de l'organisation et de la structuration des différents systèmes de santé. La France le vit et en souffre au quotidien. Les Italiens n'en parlent pas, les Espagnols également, les Américains et les Anglais. Et vous allez voir qu'après cette crise, nous devrons impérativement changer de paradigme et revoir également nos systèmes de santé, notre organisation des systèmes de santé, aussi bien d'un point de vue offre de soins que de demande. Rien ne sera plus comme avant après le Covid-19. En ce qui concerne la situation épidémiologique, vous allez voir que le Maroc n'a pas évolué différemment globalement des autres pays à travers le monde. On a commencé notre premier cas dans le contexte marocain le 2 mars donc de 2020, et ensuite on a commencé à progresser. Au 18 mars, on était à 40 cas dans le contexte marocain, et jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près 60 fois plus donc de cas en un mois à peu près, on va le dire. Cette croissance exponentielle existe dans tous les pays, mais avec des différences qui sont intéressantes à noter. 4 phases, partout. Avant, on parlait de stades, aujourd'hui, on passe de… La première phase, dans tous les pays, ça a été les phases de cas importés. Et dans tous les pays, on a vécu un certain nombre donc, de cas qui arrivaient, et puis ensuite, des cas locaux, ce qu'on appelle la transmission locale, puis communautaire, et puis ensuite, ce qu'on a observé partout, y compris par exemple dans le cas français, ce qu'on appelle les cas intraménage ou intrafoyer et les clusters. C'est comme si, je vais vous donner une image, c'est comme si on avait un grand feu de forêt qu'on est capable de tous éteindre, les pompiers, les sapeurs-pompiers, les avions, et là ensuite, on a des petits foyers qui apparaissent et qui font en sorte que l'épidémie est nourrie, et dans plusieurs pays, on n'a pas encore atteint le pic. Pourquoi c'est important? C'est important parce que dans tous les pays, il y a 2 indicateurs qui ont été cruciaux et peut-être pour lesquels nous n'avons pas suffisamment accordé d'importance. Un, c'est le taux d'attaque, c'est-à-dire la capacité du virus à pénétrer dans une population. Je vous rappelle que pour le Covid-19, il est entre 35 et 40%. Et deuxième indicateur qui est crucial, c'est le taux de reproduction de base, c'est-à-dire à partir d'un cas, on est capable donc de produire combien d'autres cas. Et vous allez voir que ceci est crucial lorsque tous les pays vont réfléchir au déconfinement. Si le taux de reproduction de base est de 2,5 en moyenne dans tous les pays du monde, c'est ce qu'on a constaté, ça veut dire qu'à partir d'un seul cas, si on le laisse évoluer tout seul, au bout d'un mois, on a à peu près, pour que vous ayez un ordre de grandeur, entre 405 et 410 nouveaux cas, incidents, ce qui est quand même assez sérieux et grave. Et donc, tous les pays ont rapidement dit, eh bien écoutez, quelle est la stratégie la plus simple? La plus simple, c'est de faire, et la moins coûteuse, c'est le confinement. Plus vous confinez les personnes, et c'est logique, eh bien, il y aura moins de possibilités pour une personne infectée d'en infecter d'autres, ou au pire, elle pourra infecter que les personnes présentes
dans le foyer. Et tous les pays ont été obligés d'adopter donc cette stratégie donc de confinement. D'abord fermeture des frontières, puis les écoles, les universités, les lieux de rassemblement, les commerces, les lieux de culte. Et puis ensuite, à la fin, malheureusement dans certains pays, c'est à la fin uniquement pour les stades de football. Et on a vu un petit peu le drame qui s'est passé dans certains pays, particulièrement qui ont tardé, comme l'Espagne ou l'Italie, où un certain nombre de cas ou de clusters se sont produits après des matchs de football. Donc, le taux de reproduction donc, de base nous crée un certain nombre de cas. On réagit en mettant le confinement. Puis, on s'aperçoit avec le temps que notre système de santé n'est pas capable donc, d'absorber les nouveaux cas, puisque les pays sont habitués à recevoir un certain nombre donc, de lits et sont habitués à recevoir donc, des cas positifs, mais ne sont pas habitués à recevoir des cas extrêmement graves qui nécessitent ventilation, intubation, donc les soins intensifs, et donc la réanimation. Et les pays qui sont riches, qui ont d'excellents systèmes donc, de santé, je peux citer comme exemple la France, l'Espagne, l'Italie, puis là aussi les États-Unis, l'Angleterre, ont été rapidement débordés. Pas parce que les médecins ne sont pas compétents, pas parce que nous n'avons pas les ressources humaines, c'est parce que l'organisation et la capacité d'absorption des différents systèmes de santé s'est retrouvée totalement débordée. Et on le voit même aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si la France a fait énormément de progrès et l'évolution est bien meilleure dans le contexte français, on voit que les États-Unis n'arrivent pas à répondre à la demande, on voit que l'Angleterre non plus n'arrive pas à la demande. Donc, premier cas, les cas incidents. Deuxième situation intéressante qu'on a observée partout dans le monde, c'est la létalité, c'est-à-dire le nombre de décès parmi le nombre de cas existants. Et on a constaté des variations énormes. Par exemple, la Corée à moins de 1%, 0,7%. La France qui est partie jusqu'à des fois 6,5%, 7%, qui est redescendu à 5%. L'Italie qui est arrivée à 8,5%. Et le Maroc qui a commencé par 2,75% il y a à peu près 3 semaines, qui est arrivé il y a une semaine à 7,2% et qui arrive aujourd'hui en dessous de 5% des 4,8%. Donc, un constat est clair, sur le plan épidémiologique, dans tous les pays, nous avons de moins en moins de cas de réanimation. La réponse est claire. Si on a de moins en moins de cas de réanimation, c'est d'abord et avant tout, c'est qu'on dépiste plus largement et qu'on arrive à prendre des cas plus rapidement et donc de les traiter plus rapidement. On va parler également donc du traitement parce que là aussi, on n'a pas suffisamment de recul scientifique. Il y a tellement de polémiques à propos donc des traitements. Le gouvernement marocain, lui, a pris un certain nombre de mesures et que nous, en tout cas, dans le contexte marocain, on s'en félicite. On a pris des mesures rapides. Elles sont fiables, elles sont efficaces au début. Et puis, on a pris la décision également d'introduire un protocole thérapeutique. Évidemment, nous n'avons pas encore de recul scientifique, on n'a pas des milliers de cas soignés, mais je parle du cas de Casablanca et pour les cas que nous soignons, nous sommes à peu près à 800 et quelques cas à Casablanca et les premiers résultats sont extrêmement favorables et qui montrent que nous arrivons non pas à contenir l'épidémie, mais en tout cas à avoir une évolution favorable donc des patients. Donc là, le protocole thérapeutique contribue dans une dynamique épidémique. Le dernier élément par rapport à la progression épidémique, avant de parler ensuite des stratégies socio-économiques, le dernier élément dont il faut tenir compte, et c'est extrêmement important, est-ce que le fait d'avoir donc des nouveaux cas, va changer si on élargit le dépistage? Il est évident. Si vous prenez le cas de la France, par exemple, par million d'habitants, nous avons à peu près 5100 dépistés par million d'habitants. L'Italie, 17 000. L'Allemagne, 15 000. L'Italie est également plus des milliers. Les Émirats arabes unis, 12 000 dépistés par million d'habitants. Au Maroc, 450 par million d'habitants. Donc, en termes de stratégie de dépistage, d'élargissement de dépistage, on est encore très loin. Et c'est une stratégie qui est cruciale et qu'il faut absolument maintenir si nous voulons enlever les cas et ne plus nourrir l'épidémie, c'est-à-dire la croissance. Il est impensable de penser à une stratégie de déconfinement, même partiel, si nous n'atteignons pas le pic d'une épidémie, si nous n'avons pas une idée à ce sujet. Alors, évidemment, tout le monde dira, oui, c'est bien beau, vous les épidémiologistes, vous parlez de pic qui va arriver à X temps, vous parlez de votre fameuse courbe de Gauss qui est totalement symétrique. Donc, si on a mis 9 semaines pour arriver à un pic, on mettra au minimum 9 semaines pour la décroissance. Et nous, entre-temps, eh bien, nous avons besoin de rebooster le système social et économique. Parce que ça a été également, c'est la première fois quand même dans l'histoire
où une problématique sanitaire a autant, on a déjà eu des problématiques sanitaires qui avaient un impact social et économique, mais un impact aussi important sur le plan social et économique. Un chiffre intéressant d'observer, c'est que si vous parlez uniquement du contexte marocain, le contexte marocain risque de perdre 1,5 points en matière donc de PIB, au minimum 800 000 emplois perdus, plus de 150 000 entreprises qui risquent le chômage total, ou en tout cas l'arrêt total, si je peux ainsi m'exprimer, ou l'arrêt partiel, malgré, et encore une fois, et je le dis sans fanfaronnerie, le Maroc a pris les bonnes décisions au bon moment et je pense qu'on peut s'en féliciter. Mais aujourd'hui, le dilemme, et je terminerai peut-être par ça, le dilemme dans lequel on est confronté, et peut-être par rapport au regard croisé, ça tombe bien, au dilemme, c'est que la même cause crée les mêmes effets. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons résoudre la problématique à partir du social et de l'économique, ou alors il faut d'abord penser au sanitaire? Il est impensable de confiner les gens ad vitam aeternam. Donc, si nous maintenons la stratégie de confinement, quand bien même elle aurait un impact extrêmement important sur le plan donc, sanitaire, son impact sur le plan social et économique est extrêmement important. Donc, si nous devons aujourd'hui penser au social et économique, quid de ne pas gérer totalement l'épidémie? Et d'un autre côté, si nous voulons gérer raisonnablement l'épidémie, puisque toujours on est en phase donc de croissance, est-ce que c'est supportable d'un point de vue social et économique un confinement, ou en tout cas un confinement total ou un confinement donc partiel? Et c'est le dilemme dans lequel les hommes politiques et les femmes politiques aujourd'hui sont confrontés partout dans le monde, pas uniquement dans le contexte marocain. Quand est-ce qu'il faut déconfiner et quels sont les paramètres que nous devons utiliser pour déconfiner? Est-ce que nous devrions adapter ce qu'on appelle la logique la logique inverse? On a commencé par la logique de confiner les endroits les plus à risque. Est-ce que maintenant on va adopter ce qu'on appelle la logique inverse, de déconfiner par les endroits les moins à risque, et donc les grands commerces, les grands rassemblements, les écoles, les universités, les lieux de culte seront les derniers à être réouverts, et on commencera plutôt par les unités ou les organisations ou les systèmes qui sont les moins à risque. Mais on a un dilemme, c'est que si on commence par ça, ce sont ceux qui vont rebooster le moins le système social et économique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la difficile équation entre quel est le meilleur compromis entre sauver un maximum donc de personnes et un maximum de vies d'un virus, et celui, quelle est la meilleure stratégie pour sauver un maximum de personnes, mais d'un point de vue cette fois-ci social et économique. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et je remercie encore une fois la Société marocaine de cardiologie et la Société française de cardiologie, qui devra décider entre prioriser le sanitaire ou prioriser le social et économique? Il y aura forcément un coût. Bien sûr, la santé n'a pas de prix, mais il y a un coût. Quel coût sommes-nous prêts à payer d'un point de vue sanitaire, social et économique? Merci beaucoup.